En 2019, près de 2 millions de personnes seraient atteintes du diabète au Cameroun, soit un peu plus de 6% de la population. Dans le monde, c'est surtout l'accélération de la patientèle qui inquiète. De 108 millions en 1980, elle était de 463 millions en 2019 et 537 millions en 2021. Une personne sur 12 serait atteinte de diabète. Les causes sont pourtant connues, les solutions relativement simples, mais notre mode de vie actuel permet-il de leur faciliter la mise en œuvre? Nos spécialistes ont reçu vos questions et ont accepté de nous édifier sur les causes, le diagnostic, les complications, le traitement et surtout la prévention du diabète. Bonjour à vous et bienvenue à votre émission Culture Santé. Aujourd'hui, nous sommes avec nos deux spécialistes sur ce plateau. Nous recevons le docteur Kamga, épouse Forum Olive. Elle est médecin diabétologue en service à l'hôpital de Bouna-Sava dans la ville de Douala. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre consultant permanent, le docteur Sakfon Eric, il est avec nous sur ce plateau. Il est notre nutrithérapeute en service à la clinique Révi, qui est une clinique spécialisée en nutrithérapie. Il répond encore présent sur ce plateau. Bonjour docteur Sakfon. Bonjour Claudia. Je l'ai annoncé en début d'émission, nous avons parlé des chiffres qui font froid dans le dos. Docteur Kamga, on a dit vous êtes diabétologue. Mais comme notre émission a pour but également de susciter des vocations auprès de la jeunesse camerounaise, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail au quotidien? Ok. Je suis diabétologue effectivement. Médecin spécialiste qui prend en charge les patients diabétiques. Oui. Donc c'est un tout petit peu ce que nous faisons au quotidien. Mais la petite remarque, c'est que je suis endocrinologue. D'accord. Non, c'est ça en fait. Tout de suite, j'ai envie de demander si ça consiste en quoi également. L'endocrinologie, c'est la spécialité qui traite les hormones. Donc le diabète fait partie d'une de ces pathologies. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent dire endocrinologue et d'autres disent juste diabétologue. Il y en a qui sont diabétologues, mais généralement un endocrinologue, c'est celui qui gère et le diabète et les hormones et d'autres hormones. Et comment le devient-on? On a les jeunes filles à la maison qui nous regardent. Pour le devenir, c'est juste, il faut le vouloir déjà, parce que la médecine, ça demande quand même assez d'années. Il faut le vouloir, il faut avoir la passion de le faire et faire des concours, aller dans les facultés de médecine et vous serez reçu et ce sera... Combien d'années d'études environ? 12. D'accord. 12 années. Vous l'avez suivi à la maison, il faut 12 années pour être comme docteur Kamga. Alors docteur, aujourd'hui nous nous intéressons au diabète. Ok. Et on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet sans savoir ce que c'est que le diabète. En fait, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est devenu une pathologie assez fréquente. Et pour donner une définition assez brève, on dirait tout simplement que le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie qui est secondaire au fait qu'on ait un défaut d'utilisation de l'insuline ou bien un déficit de l'insuline qui est responsable de cette hyperglycémie. D'accord. Et il faut bien mentionner que l'insuline est l'hormone qui diminue le sucre dans le sang et cette hormone est produite au niveau du pancréas. D'accord. Justement, en parlant de sucre dans l'organisme, c'est la raison pour laquelle on a invité notre nutrithérapeute, Dr Sakfon. Il existe plusieurs formes ou plusieurs types de diabète. Si oui, lesquels? Oui, de manière conventionnelle, le monde de la médecine reconnaît généralement 2 types de diabète. D'accord. Mais cependant, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Cependant, il y a un autre type de diabète qui de plus en plus se répand. Plusieurs autres types, je vais citer là,
ce qu'on va appeler le diabète gestationnel, généralement pour les femmes enceintes, et aussi même le diabète africain. Il y a d'autres types de diabète qui, de plus en plus, font leur apparition dans le monde de la médecine avec leur spécificité. Mais de manière générale, on parlera du diabète de type 1, du diabète de type 2. Docteur Kamga, avez-vous quelque chose à rajouter à la suite de docteur Sakfan? Et j'aimerais savoir quelles sont les causes, justement, de ces différents types de diabète. Bon, comme il a dit, effectivement, il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2, il y a le diabète gestationnel, mais il y a également les diabètes secondaires. Secondaires pour dire que s'il y a une cause qui déclenche le diabète, donc ça, il faut quand même le préciser aussi. Donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, pour revenir aux causes, je dirais tout simplement que vu qu'on a parlé de deux types de diabète, on a le diabète de type 1, généralement, on n'a pas vraiment de véritable cause. Ici, il s'agit généralement d'une défaillance du système immunitaire qui est à l'origine d'une destruction des cellules du pancréas. Donc, cela crée une réaction auto-immune. Donc, le déficit s'installe progressivement et c'est là que les diabétiques de type 1, le diabète de type 1 apparaît. Et il faut préciser que le diabète de type 1 n'est pas généralement héréditaire. Contrairement au diabète de type 2 qui est héréditaire, l'une des causes, je pourrais dire la plus grosse cause aujourd'hui, est le mode de vie. Cette mondialisation que nous vivons au quotidien. Dans quel sens? Vous pouvez remarquer que nous avons une alimentation très riche en sucre, avec beaucoup de féculents, très peu de légumes, qui vont par la suite être à l'origine d'une accumulation de sucre au niveau de notre corps, déboucher par la suite vers un surpoids, voire une obésité. Le deuxième pan pourrait être également la sédentarité. La sédentarité parce que le muscle, notre corps, lorsqu'il emmagasine énormément de sucre, on peut le faire partir tout simplement en ayant une activité physique. Donc lorsqu'on est sédentaire, on est à risque de développer le diabète et cette sédentarité est par la suite responsable d'un surpoids, d'une obésité. Donc ça c'est un deuxième pan. Et l'un des pans que je tenais quand même à signaler, c'est aussi le stress, parce que quelquefois il y a beaucoup de stress et quelquefois il y a des hormones qui sont produites par le corps qui peuvent être perturbées et être à l'origine d'un diabète, peut-être pas secondaire, mais d'un diabète vrai. Et justement, vu qu'on nous sommes en train de parler du mode de vie, docteur Sakfan, vous qui êtes habitué à rencontrer ces patients au quotidien qui souffrent de diabète, quel est le lien que vous pouvez faire entre le mode de vie et justement ces personnes-là qui sont en tête du diabète? Effectivement, qu'importe le type de diabète que les patients ont, 1, 2, gestationnel ou encore tous les autres types secondaires qu'on peut citer, ils sont presque tous sur le même terrain en ce qui concerne le mode de vie. Effectivement, il y a un sérieux problème de discipline alimentaire qui s'est installé et qui est presque généralisé aujourd'hui chez les patients. Vraiment un problème. Et aujourd'hui, le mode de vie est purement artificiel sur le plan culinaire. Tellement artificiel que finalement, il y a un dysfonctionnement hormonal, il y a un dysfonctionnement des organes vitaux. Presque tous les diabétiques que je vais rencontrer sont sur le plan physique presque inactifs, pas d'activité physique en grande partie. Sur le plan alimentaire, se nourrissent presque tous de ce que je vais appeler les tueurs silencieux. On en reparlera tout à l'heure. Sucre, pain, farine et tout le reste. Et presque tous également ont des traits de caractère au quotidien qui se ressemblent. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne vont pas faire beaucoup d'efforts physiques. Comme je le disais, c'est des gens qui aiment bien manger ce qui est vite fait. Pas une alimentation préparée à la cuisine par nos mamans, non. Et c'est des gens qui, très souvent, sont très occupés pour les adultes, parce qu'il faudrait rappeler que le diabète est très souvent accentué à partir de 30 ans et 40 ans et plus. Trouver les diabétiques enfants, c'est un peu rare, bien qu'il y en a. Généralement, c'est lorsque c'est transmissible. Oui, le style de vie aujourd'hui, l'homme aujourd'hui vit une époque où je vais dire que l'homme est en guerre contre les lois de la nature, même sans le vouloir, et même parfois sans le savoir. Les lois naturelles de la santé, qui sont très souvent
j'aime bien le citer ici. Le soleil, l'air, l'eau, l'air respiré. Non. Aujourd'hui, on vit presque en autarcie. Une sédentarité prolongée encore qu'avec toutes les nouvelles façons de se faire un métier aujourd'hui qui est la nouvelle technologie. On peut s'asseoir dans sa chambre et gagner sa vie. Ça devient très difficile sur le plan de la santé. La recherche du pain quotidien a parfois amené des hommes à sacrifier leur santé. Et le cas du diabète est un cas typique. D'ailleurs, il faudrait noter, et je finis par là, que le diabète est classé parmi des maladies qu'on va appeler maladies non transmissibles. Ça veut dire que c'est des pathologies qu'on fabrique, qu'on construit nous-mêmes par notre manière de vivre. Docteur Kamga, tout à l'heure, vous avez parlé des organes vitaux qui sont atteints lorsqu'on on souffre de diabète. Quels sont les problèmes de santé qu'entraîne généralement le diabète chez l'être humain? Donc, généralement, comme on l'a dit, c'est une hyperglycémie. Oui. Et lorsqu'on parle d'hyperglycémie, ça veut dire que ce trop de sucre circule dans notre corps. Donc, si ce trop de sucre circule dans notre corps, ça veut dire que où il ne devrait pas être, s'il y va, il va déranger. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sang contient du sucre, oui, et ce sang se balade un tout petit peu dans tous nos artères et dans tous nos vaisseaux. Une fois que ce sang est arrivé au niveau des petites artères, généralement ce sont les petites artères, et ces petites artères sont généralement au niveau des yeux, du cœur, du rein, des pieds et également de l'appareil sexuel chez l'homme. Cela détériore progressivement ces organes-là. Les complications n'apparaissent pas en un jour, les complications apparaissent progressivement. D'accord. Et c'est pour ça que vous allez voir des patients, lorsqu'ils sont diabétiques, ils développent des complications progressivement en fonction de leur équilibre glycémique. D'accord. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse également à la femme enceinte ou à la femme allaitante. Nous savons tous que l'alimentation d'une femme enceinte ou d'une femme allaitante peut un tout petit peu varier en fonction de ses envies et autres. Est-ce que elle prédispose le fœtus ou le futur bébé à un potentiel diabète, un futur diabète? Avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut qu'on précise, parce que beaucoup de jeunes femmes sont diabétiques aujourd'hui. Elles se posent toujours la question, est-ce que je peux concevoir? D'accord. Avec un diabète, tu peux concevoir. D'accord. Et concevoir dans de très bonnes conditions et avoir un joli bébé. Ça, il faut déjà le savoir. Maintenant, lorsque vous êtes diabétique et que vous êtes femme enceinte, effectivement, ce diabète peut perturber l'évolution de la grossesse. Ici, je présenterai cela en deux pans, celui de la maman et celui de l'enfant. Chez la maman, lorsque la glycémie n'est pas équilibrée, parce que l'équilibre chez la maman est un peu plus strict, lorsque la glycémie n'est pas équilibrée, on peut se retrouver à avoir un avortement chez la maman. D'accord. On peut également se retrouver à perdre le fœtus. Ça, il faut le savoir. On peut également se retrouver à avoir des problèmes de tension chez la maman qui peuvent interférer pour l'évolution de la grossesse. Ça, c'est un peu plus ou moins ce qu'on peut retrouver. Et pour ce qui est du bébé, généralement, lorsque le diabète n'est pas équilibré, la maman va généralement avoir un très gros bébé. C'est pour ça que vous allez remarquer que certains bébés ont 4 kilos et tout le monde est content. Mais en fait, cette joie cache quelque chose. Donc, lorsque le bébé est très gros à cause de cette hyperglycémie, on sera obligé de peut-être faire une césarienne. Si on veut le faire passer par la filière vaginale, on peut avoir un problème lors de l'extraction du bébé. On peut avoir une difficulté respiratoire et on peut également perdre le bébé. Donc, ça sont plus ou moins les différentes conséquences que le diabète peut avoir chez une femme enceinte. Maintenant, pour la femme allaitante, normalement, lorsque la glycémie est bien équilibrée, il n'y a pas de problème à ce qu'elle puisse allaiter son bébé. Mais toujours est-il, il faut qu'elle soit correctement suivie. Et généralement, ce qu'on précise également, c'est que dans beaucoup de cas, nous, les diabétologues, lorsque la femme
est enceinte, elle bénéficie plutôt de l'insulinothérapie. Ça veut dire de l'insuline comme traitement. Généralement, les comprimés, on ne les aime pas beaucoup, mais on préfère l'insuline pour le bébé et la maman. D'accord. Docteur Sakfon, doit-on qualifier le diabète comme étant la maladie de la modernité? Sinon, est-ce que le diabète est une maladie du sucre? Parce que beaucoup de personnes pensent effectivement que c'est le cas. Il est évident que le sucre est une cause majeure de la prolifération de cette pathologie-là. Mais le sucre n'est pas la seule cause. On ne peut donc pas attribuer au sucre seul comme étant le responsable principal. Il y a d'autres causes. Je vais citer ici les graisses saturées, qui sont énormes. Rappelons que, d'ailleurs, si quelqu'un est déjà diabétique, fait déjà la pathologie, et qu'il peut réduire totalement ses graisses saturées, l'apport en graisses saturées, s'il diminue les graisses de son alimentation, et qu'il augmente son activité physique, il peut redresser son diabète jusqu'à 40% en plus. C'est-à-dire, quand je dis en plus, ça veut dire qu'il peut améliorer son état de santé jusqu'à 40% en plus. Juste en régressant son taux de graisse saturée et en augmentant son niveau d'activité physique. Là, ce n'est pas le sucre, là, c'est les glucides. C'est vrai que le sucre est classé également parmi les aliments, parmi la catégorie d'aliments qu'on va appeler les glucides. Mais il n'y a pas que ça. On va trouver également les sucres dissimulés dans le pain. On va le trouver de manière dissimulée dans les pâtes. On va le trouver de manière dissimulée dans les cakes, dans les yaourts, dans les bonbons, tout ce que les biscuits, tout ce qui est bien encouragé là. Et tous ces aliments, effectivement, sont des aliments qui ont trouvé une explosion à notre génération. Si vous voulez, la génération moderne. Vous n'allez pas trouver le sucre dans l'ondolait, que j'aime bien citer, qui est un très bon aliment en Afrique, mais pourtant, difficilement vous allez trouver quelqu'un en train de manger du bon porc de manière régulière, manger de manière africaine et avoir des diabètes de type 2. Le type 2 est principalement dû à la mauvaise discipline alimentaire. Ça, c'est bien de le noter. Et le sucre n'est pas la seule cause. Mais il faudrait également dire qu'au-delà du sucre et de toute cette mauvaise façon de s'alimenter, je ne saurais parler de l'alimentation et le diabète sans noter que les machines ne peuvent pas nourrir l'humanité. Et il est bien de le dire aux téléspectateurs. Il faudrait arrêter de croire que ce n'est pas les machines et les boîtes de conserve qu'on peut se nourrir sous prétexte qu'on est très occupé et qu'on n'a pas le temps. Il est prévu que ce qui doit nourrir l'homme sort de la terre. Mettez dans votre plat les aliments le moins transformés possible et allez au champ les chercher. Si nous avons l'habitude d'aller au champ chercher des aliments, et quand on va aller au champ, là encore, il va falloir regarder quel aliment. Parce que les tubercules, qui sont généralement des sucres lents, ne sont pas également favorables aux diabétiques, surtout quand le niveau de sécurité sur le plan immunitaire est déjà très bas. C'est difficile, la gestion de ces tubercules-là, ces féculents-là. Mais cependant, si vous avez l'habitude d'aimer les fruits, si vous avez l'habitude d'aimer les légumes, surtout des fruits à faible indice glycémique, c'est clair qu'il sera difficile quand on se retrouve en train d'avoir un diabète de type 2 et même de type 1. Rappelons également que même pour le diabète qu'on va appeler le diabète maudit, qui est très souvent un diabète de déformation génétique, la génétique se modifie avec l'alimentation. Il y a la médecine préventive aujourd'hui est très avancée à ce niveau. Nous parlions ici à une autre émission de l'épigénétique, qui est la modification des cellules du corps à partir de l'alimentation. C'est dit que quand bien même il y a une modification, cela est très souvent dû à ce que nous mangeons. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai presque froid au dos lorsque je circule dans les rues de Douala ou de l'Afrique et que je observe comment les Africains se dénaturent totalement au profit d'une alimentation que je vais appeler occidentalisée et artificielle. Pourtant, les chiffres de ce côté font froid en ce qui concerne le diabète. D'ailleurs, l'un des pays les plus frappés par le diabète, c'est la Chine. Près de 113 millions de Chinois sont diabétiques. Allez regarder ce qu'ils mangent là-bas. Ils mangent les cafards, ils mangent les souris, ils mangent tout. Les États-Unis, si vous vivez aux États-Unis, juste parce que vous vivez aux États-Unis, vous disposez jusqu'à 40% de souffrir des maladies comme le diabète, du cancer et tout le reste. Pourquoi ? Parce que le style alimentaire, l'Amérique, c'est connu que les États-Unis sont pratiquement le pays qui va mettre en avant ce qu'on va appeler les fast-food. Et qui sont des sources énormes de pathologies, de maladies non transmissibles. Ces pays dits développés, et que je vois les Africains qui ont tout, la terre inexploitée, et qui sont pressés à aller là-bas, on va vous enlever
dans du bon kwem qui n'est pas très souvent sucré et vous mettre dans le yaourt et les fromages qui sont très souvent nocifs. Non, faisons attention à ce que nous mangeons. Gardons notre culture culinaire africaine et mettons dans notre plat les repas qui peuvent être pris directement du sol. Et nous ne serons pas assimilés à ce sucre-là, qui très souvent est un problème. Oui, en tout cas, on aura l'occasion de revenir dessus quand on parlera de la prévention. Chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes à l'émission Culture Santé et aujourd'hui nous parlons du diabète. On va marquer une courte pause et on va revenir juste après pour savoir comment reconnaître qu'on est face à un cas de diabète. Alors, nous sommes toujours sur le plateau de Culture Santé. Docteur Kamga, tout à l'heure on a parlé des causes, mais comment savoir qu'on fait face à un cas de diabète, pardon? Ok, comment savoir? Je pense qu'il y a quand même des signes qui sont un peu, du moins, assez faciles à reconnaître. Généralement, quelqu'un qui urine plus de 2 fois la nuit, il faut déjà qu'il se pose la question, est-ce que j'ai pas un problème avec mon taux de sucre? Parce que généralement, lorsque le sucre dépasse déjà 1,80 dans le sang, on peut commencer à uriner la nuit. C'est pas dans tous les cas, mais toujours est-il, lorsque vous urinez déjà plus de 2 fois la nuit, il faut se poser la question. Un amaigrissement inexpliqué, il faut se poser la question. Également, une tendance à boire beaucoup d'eau. Ça, c'est vraiment les 3 signes que je pourrais apporter d'une façon générale. Certes, il y a maintenant d'autres signes, la fatigue, comme j'ai dit, l'amaigrissement, une tendance à ne pas se sentir bien, le mal-être. Ça peut aussi nous interpeller pour se demander est-ce qu'il n'y a pas un problème de diabète. Et à ce moment, il faut savoir aussi que lorsque on est déjà effectivement, comme mon collègue l'a dit, lorsque vous êtes déjà dans la tranche d'âge de 35 à 40 ans, je pense quand même qu'il faut déjà se poser la question, est-ce que je ne suis pas diabétique? Et pour le faire, vous partez juste dans un centre de santé. Il ne faut pas toujours attendre que le diabète arrive vers vous. Il faut aussi le traquer pour pouvoir le prendre en charge si nécessaire. Un centre de santé, on contrôle la glycémie et c'est tout. D'accord. Docteur Sacfon, de nombreuses complications qui engagent le pronostic vital découlent du diabète. Des difficultés alimentaires également liées aux allergies et à l'évacuation des déchets comme les sueurs ou les sels constituent des symptômes. Commençons par les enfants et les femmes enceintes. Comment ça se passe? Bien, il y a une faiblesse chez les femmes enceintes, ou alors je veux dire une idée déjà conçue, je ne sais pas où est-ce qu'on leur apprend ça, qui est que lorsqu'une femme enceinte, elle mange beaucoup, parce qu'elle mange pour 2. Oui. C'est vrai, parce que désormais elle doit nourrir le fœtus, mais toutefois, c'est pas en mangeant beaucoup et n'importe quoi qu'on alimente bien le fœtus, encore moins qu'on s'alimente. Il faut noter que ce que nous mangeons, tout ce que nous mettons sur notre corps, je ne vais pas m'arrêter à la nourriture. J'aime bien parler de l'alimentation dans sa généralité. Tout ce que nous consommons par la bouche, par les pores, par les cheveux, par les yeux, tout ce que nous consommons finit par notre sang. Et puisque le fœtus est carrément nourri du sang, tout petit, une fois formé, il ne consomme que ce que la mère consomme. Il est évident que votre style alimentaire pour les femmes enceintes, généralement, va orienter le style alimentaire du bébé. D'ailleurs, nutrithérapeute que je suis, moi je parle de la nourriture, de l'alimentation. Il est presque connu dans des villages africains que nos mamans disaient, lorsqu'on est ensemble, ne mange pas le singe, parce que ton fils risque de s'agiter comme le singe. D'accord? C'est une hypothèse, mais toutefois, je veux noter que c'est vrai. Ce que vous consommez détermine la manière que votre enfant va se sentir sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan du comportement. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a une difficulté à s'alimenter aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Des chiffres vont parfois être donnés. D'ailleurs, le 16 octobre, c'est la journée de la malnutrition mondiale de la malnutrition. On va dire que la Terre n'arrive plus à nourrir ses populations
C'est les chiffres, j'ignore où est-ce qu'ils prennent ces chiffres. Mais moi qui suis au Cameroun et en Afrique, je sais que nous avons plus de terres cultivables que n'importe où. Et que quand je quitte de Douala pour Yaoundé, je rencontre plus de terres non cultivables et qui peut nourrir largement ces populations. Ici, il est question non pas que la qualité de la nourriture, les gens ne savent pas quoi manger, mais c'est un problème d'éducation à ceux qui consomment. S'il vous plaît, je finis par là. Ceux qui sont appelés au Cameroun, je parle du Cameroun que je maîtrise bien parce que j'y suis, de la classe supérieure, si vous voulez, de la grande classe, se nourrissent où? Où est-ce qu'ils vont acheter leurs aliments? C'est dans les supermarchés, qui sont carrément à 90% des boîtes de conserve. Pourtant, ceux qui n'ont pas de l'argent, où est-ce qu'ils vont? Dans les champs et dans les marchés de bas de gamme, où se trouve généralement la bonne nourriture. Ici, c'est un problème d'éducation à la population. Il est question d'éduquer les gens que la santé s'obtient par le plat, ce qu'on met dans le plat. Et ce qu'on met dans le plat ne doit pas être donné par une boîte de conserve. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, si nous mangeons comme des porcs, nous aurons des porcs pour enfants, parlant de femmes enceintes. Mais si nous mangeons comme des humains, nous ferons des humains pour enfants. Et là, parlant de lait justement, il ne faudrait pas croire que parce qu'une femme est enceinte, elle doit prendre beaucoup de lait d'origine animale pour que le bébé soit costaud ou pour que le bébé soit bien nourri. Parce que le meilleur lait n'est pas le lait d'origine animale. Sinon, l'enfant risque bien de se comporter comme une vache et pas comme un humain. Parce que le lait de vache, c'est pour les veaux. Docteur Kamga, en faisant les recherches, nous sommes tombés sur le maudit. Premièrement, qu'est-ce que c'est et comment se manifeste-t-il? Le maudit, c'est un diabète, il reste toujours un diabète comme tous les autres diabètes. C'est un diabète qui apparaît généralement avant l'âge de 25 ans. Donc, il faut le savoir, ça apparaît généralement avant l'âge de 25 ans. Il apparaît et il a on dit généralement une hyperglycémie modérée. Ce ne sont pas des très grosses hyperglycémies. Et dans le traitement, souvent, on arrive à gérer les patients avec des antidiabétiques oraux. Il faut que je fasse un tout petit peu la différence entre le diabète de type 1, qui apparaît également à plus ou moins dans cette tranche d'âge. Généralement, dans le maudit, on n'a pas d'anticorps, contrairement au diabète de type 1, où on retrouve les anticorps qui peuvent expliquer que le patient a eu une réaction auto-immune qui a détruit ses cellules du pancréas, d'où l'apparition du diabète. Je ne sais pas si... Vous pouvez encore expliquer davantage? Ok. En fait, c'est vraiment un diabète qui est présent chez de jeunes enfants, 25 ans. Souvent, il y en a qui ont un tout petit peu le poids, pas forcément, mais ils peuvent avoir un tout petit peu de poids. Mais toujours est-il, il est géré généralement comme un diabète de type 2. D'accord. Il est dans la tranche d'âge de ceux qui ont un diabète de type 1, mais répond au traitement du type 2. Là, je pense qu'on a compris. En tout cas, j'ai compris sur ce plateau. J'espère qu'également nos téléspectateurs ont compris à la maison. Je vais poursuivre avec vous, docteur Kamga. Quels sont les signes extérieurs spéciaux à suivre dans la famille pour un système d'alerte familiale sur le diabète? Ok. Pour ce qui est des signes spéciaux, comme je l'ai dit au tout début, le diabète de type 2, il est héréditaire. Donc ça veut dire que si mon papa il était diabétique, je sais que je suis prédisposée à devenir diabétique. Je l'ai également dit, lorsque vous avez un certain âge, il faut commencer à se poser la question si on n'est pas diabétique. Même si on n'a pas cela dans l'hérédité, dû probablement à notre mode de vie, comme le collègue le disait, on a une modification de notre mode de vie, on a une modification, on a des mutations de certains gènes qui nous exposent à cela. Également, il y a les patients qui ont les maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, ce sont des hypertensions, généralement beaucoup plus les hypertensions. Il faut que tout patient qui est déjà hypertendu ait cette habitude de se checker pour ce qui est du diabète. Ça, nous le faisons d'ailleurs de façon systématique à l'hôpital. Ça ne va pas de pair, mais dans beaucoup de cas, on retrouve beaucoup de patients diabétiques qui finissent par développer une hypertension et vice-versa. Ce n'est pas que ça va de pair, mais vu le mécanisme des deux pathologies, elles s'intriquent et sont à l'origine d'une ou de l'autre maladie. Dans l'autre
L'autre signe extérieur, comme il a bien évoqué, le diabète gestationnel. Une dame qui a fait un diabète gestationnel et chez qui les glycémies se sont normalisées par la suite, elle ne devrait pas baisser la garde. Parce que si elle ne change pas ses habitudes alimentaires, on peut lui donner 3-4 ans, elle deviendra diabétique. C'est pas à tous les coups, mais ça arrive. Donc, une dame qui a certes pas fait un diabète gestationnel, qui quelquefois n'a pas été diagnostiquée, parce que quelquefois c'est pas diagnostiqué, qui fait des gros bébés, il faut souvent leur demander, ayez cette habitude de faire les contrôles glycémiques. Et à côté de cela, comme on l'a dit et on le redit depuis, l'obésité, le surpoids, le manque d'activité. Il faut déjà, ça sont des signes qui pourraient vous dire, ok, comme j'ai tout cela, je devrais quand même me checker de temps en temps. Docteur Sakfin, vous qui aimez tant nos terres et qui parlez si bien de l'alimentation, j'aimerais vous demander, notre alimentation traditionnelle équatoriale et tropicale, riche en glucides à cause des tubercules en particulier, est-elle problématique dans ce cas? Il faut rappeler que dans le cadre de cette pathologie qu'est le diabète a une particularité, c'est de détruire les défenses du système immunitaire du corps. Et lorsque le corps est déjà affaibli, ne pouvant plus se défendre, même la plus petite pathologie devient problématique. Même l'alimentation qui peut sembler être neutre peut devenir problématique parce qu'il n'y a plus de défense sur le corps. C'est pourquoi, quand on est déjà diabétique, et d'ailleurs je vais citer un professeur qui disait que si vous devez attendre d'avoir soif avant d'aller creuser un puits, c'est bien tard. Le diabète fait partie des pathologies qu'il ne faut pas attendre d'en souffrir avant d'essayer de le régler. Parce qu'étant pathologie chronique, la prise en charge est très souvent chronique. C'est-à-dire que c'est très long. Il faut prévenir le diabète. Et pour prévenir le diabète, c'est pas l'alimentation. Oui, si vous êtes dans la prévention du diabète, ou si vous êtes dans cette phase de diabète que le docteur a appelé tout à l'heure le diabète maudit, c'est-à-dire que le corps a encore en lui des substances de défense capables de réguler l'insuline de lui-même. Si vous êtes en phase transitoire entre le diabète type 2, les aliments comme les tubercules, la patate, c'est pas vraiment mauvais pour vous. Mais si vous êtes déjà déclaré diabétique de type 2, je peux vous rassurer que même le manioc devient un problème pour vous sur le plan alimentaire. Même la patate devient un problème. Là, on va vous demander d'éviter les féculents totalement et d'aller plutôt vers les céréales complètes. Et même dans ces céréales complètes, il faut les choisir. Ce n'est pas tous les céréales complètes qui seraient utiles pour vous. Parce qu'il y a des céréales complètes à long temps de digestion qui sont souvent problématiques et des céréales complètes à court temps de digestion. Pour le cas, si vous faites déjà la maladie, je ne vous souhaite pas. Parce que je peux vous rassurer que pour avoir fait des tours à l'hôpital La Quintini, où je visite très, très régulièrement, souffrir du diabète est un problème sérieux. Un gros problème sérieux. Il faut les rappeler que le diabète a une particularité. Et je vais vous faire voir ici le lien entre cette particularité et l'alimentation. C'est que le diabète va accélérer le vieillissement des cellules. C'est pourquoi quelqu'un qui est déjà diabétique, son système immunitaire est déjà très faible et ses cellules ont tendance à vieillir un peu plus vite. S'il a une blessure, il aura de la peine à cicatriser parce que les cellules sont déjà affaiblies. La capacité de régénération du corps n'est presque plus existante. En ce moment-là, ne jouez pas avec votre alimentation. D'ailleurs, s'il y a une prise en charge, au cabinet, j'ai carrément fait un protocole de prise en charge alimentaire des diabétiques. Et c'est vraiment très strict. Parce que faisant déjà la pathologie, on ne devrait plus s'amuser du tout. Mais pourtant, si vous ne faites pas encore la pathologie, mais vous pouvez faire plaisir avec du bon quem. Vous pouvez faire plaisir avec la bonne patate. Vous pouvez faire plaisir avec des pommes de terre. Ça, c'est possible. Donc vraiment, l'alimentation du diabétique diffère en fonction du temps de détection de la pathologie et à quel stade il fait cette pathologie-là. Justement, parlant du temps de détection de la pathologie, docteur Kamga, comment se passe le diagnostic? Le diagnostic, il est clinique et il est biologique. Donc, clinique, ce sont les signes qu'on a évoqués, mais il est également biologique. Lorsque vous allez dans un centre de santé, vous demandez juste à prendre la glycémie, c'est une glycémie au doigt, on l'appelle généralement glycémie capillaire. Lorsque la glycémie est supérieure à 1,26, on peut se poser déjà des questions. D'accord. On peut se dire,
probablement ce monsieur, il est diabétique. Il y a également un autre pan que je souhaite quand même relever, c'est le prédiabète. Le prédiabète, ça veut dire que tu n'es pas encore diabétique, mais si rien n'est fait, tu seras diabétique. Et généralement, les glycémies sont pas au-dessus de 1,26. Elles sont entre 1,11 et 1,25. Donc, généralement, ça c'est aussi à ce niveau-là que nous, en tant que praticiens, ou bien le malade devrait connaître que il a un problème de glycémie. Il n'a pas un problème de diabète, mais il a un problème de glycémie. Et souvent, quand ils sont vus assez tôt, on peut changer la donne quelquefois. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur l'un des symptômes que vous avez donné tout à l'heure, notamment le fait de consommer régulièrement de l'eau, mais une quantité importante de l'eau. Est-ce qu'on peut mesurer un tout petit peu cela? C'est-à-dire, on a l'habitude de nous dire qu'on devrait consommer 2,5 litres d'eau par jour. À partir de quelle quantité ça devrait être alarmant pour nous? En fait, il faut comprendre déjà le mécanisme. Généralement, on dit effectivement consommer 2,5 litres. 2,5 litres, c'est parce que le corps a besoin de 2,5 litres pour les cellules et tout le reste. Maintenant, comme j'ai précisé, ça va être un peu scientifique. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le sucre est dans le corps, une fois qu'il dépasse 1,80, donc lorsque votre glycémie, si on la contrôle, elle est au-dessus de 1,80, le rein, qui est l'appareil épurateur de notre corps, commence à voir le signal qu'il y a trop de sucre dans le corps. D'accord. Et lorsqu'il juge qu'il y a trop de sucre dans le corps, la commande se fait comme quoi il faut faire sortir ce sucre. Et comment il va le faire sortir? Il ne peut pas le faire sortir tout seul, il le fait sortir avec de l'eau. Il le fait sortir avec de l'eau, c'est comme ça que vous commencez à pisser. Lorsque le patient urine énormément, le déficit commence à s'installer. Les 2,5 litres ne lui suffisent plus en fait. Donc, il commence à boire pour remplacer ce qui est sorti. Donc, tant que tu n'as pas équilibré la glycémie, l'entrée va être plus petite que la sortie. Donc, c'est pour ça que vous entendez, je bois beaucoup et je pisse beaucoup. D'accord. Et c'est généralement combien à l'hôpital pour connaître son taux de glycémie dans nos hôpitaux publics? En tout cas, chez nous à Bonasama, c'est 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Donc, c'est 1000 francs. Avec 1000 francs, je pense que tu peux changer la donne de ta vie. Je pense que c'est pas bien cher. Je voulais ajouter quelque chose sur ce qu'a dit le docteur. Oui, docteur. Ça. En ce qui concerne la quantité d'eau à boire. C'est vraiment une formule, je vais appeler une prescription d'ordre général, que de dire 2,5 litres d'eau par patient. Ce n'est pas du tout juste pour tout le monde. Pas du tout. On boit de l'eau au cabinet. Je prescris de l'eau au patient en fonction de sa masse corporelle. Celui qui a 100 kg ne peut pas boire 2 litres d'eau, 2,5 litres par rapport à celui qui a 60 kg. L'équivalent d'eau nécessaire par kilogramme ou alors par masse corporelle est de 1 litre par 25 kg. Ça veut dire que celui qui a 100 kg devrait boire environ 4 litres d'eau pour apporter à ses cellules la quantité d'eau nécessaire pour l'épuration des toxines du corps. Si tu as 100 kg, comme je reçois très souvent à cause de l'obésité, et quand je demande quelle quantité d'eau vous buvez, elle me dit 1 litre, 2 litres souvent, je bois souvent 1,5 litre. Elle a 100 kg et elle croit que 1,5 litre, c'est proche de la norme, c'est une grosse elle est déjà en déficit. D'ailleurs, si votre corps signale déjà des besoins en eau, vous êtes déficitaire. C'est-à-dire quand je dis j'ai soif, c'est que j'ai déjà un déficit. Je ne devrais pas avoir soif. Parce que si je consomme de l'eau normalement, mes cellules ne doivent pas crier, ne doivent pas réclamer de l'eau. Avoir soif, c'est une crise que le corps dit « donne-moi de l'eau ». Si je me retrouve en état de crise avant d'essayer de le résoudre, c'est bien tard, comme je disais tout à l'heure. La quantité d'eau doit être proportionnelle à la masse corporelle et c'est de 1 litre d'eau sur 25 kg et pas 2,5 litres par jour pour tout le monde, comme cela est souvent presque de manière générale. Docteur Kamga, vous qui êtes clinicienne, généralement, quand vous recevez des patients à l'hôpital, à quel niveau, à quel stade de la maladie ils se trouvent? Très souvent. Est-ce facile de la prise en charge ou non? À quel stade de la maladie? Généralement, dans beaucoup de cas, beaucoup de nos patients présentent des complications, même si elles sont minimes. Elles présentent quand même des complications et ça, c'est notre quotidien. Et de plus en plus,
hormis les nouveaux patients, parce qu'en fait, on a des nouveaux patients qui présentent déjà des complications. Oui. On a les anciens patients qui nous sont référés, qui présentent déjà des très grosses complications. Donc, le problème de complications vient du fait, pour élucider un peu ce problème de complications, le problème de complications, je dirais tout simplement que ça peut venir du fait du retard de diagnostic ou bien du retard de prise en charge. Donc, si on part sur la base du retard de diagnostic, ça veut dire que, comme on le dit depuis l'entame de l'émission, on doit se faire dépister le plus tôt possible. Et si on part sur le fait de retard de prise en charge, ce que nous vivons au quotidien, parce que beaucoup de nos patients n'aiment pas entendre qu'ils sont diabétiques. Une fois que tu dis que le patient est diabétique, dans beaucoup de cas, il y en a qui sortent et ils reviennent après 5 mois, quand ils sont déjà très avancés, du moins quand ils sont plus altérés que ce qui était au départ. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment ce problème-là. Et comme je dis souvent à mes patients diabétiques, je ne vous traite pas pour faire seulement baisser la glycémie, je vous traite pour que vous ne développiez pas les complications. Et ces complications-là, dans beaucoup de cas, souvent on n'est pas très efficace en tant que clinicien. Donc, si on peut éviter l'apparition des complications, ce serait la meilleure des choses. En tout cas, nous allons revenir dans un court instant pour parler de la prise en charge, mais également de la prévention de la pathologie. On se retrouve juste derrière. Alors, vous êtes toujours sur le plateau de Culture Santé et aujourd'hui, nous nous intéressons de très près au diabète. Docteur Kamga, qui est notre diabétologue sur ce plateau. Docteur, la question que j'aimerais vous poser quand on parle de la prise en charge, guérit-on du diabète? Ça, c'est une question qui me revient toujours et ma réponse n'arrange généralement pas les patients. Il faut comprendre d'où vient le diabète et lorsque tu l'auras compris, tu pourras savoir si ça guérit ou pas. Le diabète est dû à un déficit de l'insuline qui doit diminuer le sucre dans le sang. L'insuline est produite au niveau du pancréas. Une fois cette cellule détruite, elle ne se régénère pas. Si les cellules ne se régénèrent pas, ça veut dire que tu vas vivre avec ce déficit de cellules. Donc, ça veut dire que la maladie, elle est chronique. Donc, il faut déjà si tu sais comment ça fonctionne, la maladie est chronique. Maintenant, ce qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de nos patients qui, lorsqu'on les équilibre, parce que équilibrer, ce n'est pas dit le diabète est fini. Équilibrer, ça veut dire que tes chiffres glycémiques, à jeun, quand tu te lèves, c'est en dessous de 1,26. Lorsqu'on t'équilibre, que tes chiffres sont en dessous de 1,26, il ne faut pas dire que tu es guéri. En tout cas, il faut te référer au médecin pour qu'il te dise si tu es guéri ou pas. En l'occurrence, un diabétologue. Donc, généralement, beaucoup de patients peuvent traverser la période d'accalmie ou bien la période de lumière, comme mon prof le disait, en étant très bien équilibrés et finalement, ils relâchent un tout petit peu les mesures hygiéno-diététiques, ils arrêtent le traitement et d'où la recrudescence, l'altération de l'état général par la suite. Donc pour dire, le diabète, c'est triste de le dire, mais il ne guérit pas. Mais on peut très bien le stabiliser et personne ne saura que vous êtes diabétique. Et comment le stabiliser ou bien en quoi consiste la prise en charge? En quoi consiste la prise en charge? Je pense qu'on a quand même évoqué l'un des principaux piliers qui est l'alimentation. L'alimentation est très importante. Donc ça veut dire quoi? Moi je dirais tout simplement avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée dans quel sens? Il faut donner beaucoup de légumes consommer régulièrement beaucoup de légumes et ce de façon quotidienne. Certains patients me disent ok doc, je mange lundi, mercredi, vendredi. Je dis non, c'est pas comme ça. Tu manges tous les jours parce que lorsque tu ne manges pas les légumes, tu manges des féculents qui t'apportent du sucre. Donc, il faut donner des légumes parce que les légumes ne font pas monter fortement la glycémie. On arrête également tout ce qui est gras, on arrête tout ce qui est alcool et tout. Ça, c'est le premier pilier. Maintenant, en deuxième pilier, ce sont les comprimés
ou les injections. Beaucoup de patients arrivent à me dire, doc, prendre le médicament de façon continue, ça va ça va détériorer mon rein. Je leur dis, vous êtes suivis. Si nécessaire, je vais arrêter. Si j'ai un souci avec votre rein, je vais arrêter. Et le troisième pilier après celui du médicament est celui de l'activité physique. Je pense que beaucoup de gens ont des véhicules aujourd'hui. Pour celui qui n'a pas un véhicule, il prend la moto. Et il y en a qui gardent carrément, c'est à peine si on les dépose pour lui. Donc, aujourd'hui, on a perdu cette tendance à être actif. Donc, je dis toujours, comme mon confrère l'a dit, l'activité physique est miracle pour le patient diabétique. Absolument. Donc, si tu veux déjà diminuer tes chiffres glycémiques, il faut faire de l'activité physique, tu changes ton alimentation et le reste sera géré par le médecin. Notre gouvernement a-t-il un mécanisme de suivi hors l'hôpital et de prise en charge psychologique des diabétiques? Si oui, en quoi consiste-t-il? Mécanisme de suivi hors de l'hôpital. Déjà, à l'hôpital, qu'est-ce que nous on fait? Généralement, dans notre centre, qu'est-ce que nous on fait? On fait des dépistages de façon systématique à nos patients. Ça, c'est une politique nationale. Et à côté de ça, on entretient des patients diabétiques lorsqu'on les découvre. Et lorsque c'est hors de l'hôpital, généralement, on fait des sensibilisations. Quelquefois, par exemple, lors de certaines journées mondiales du diabète, nous, on a eu cette habitude-là, quelquefois, d'aller dans des marchés pour sensibiliser les gens. Et vous voyez, ça, je pense qu'aussi cette émission, même si elle n'est pas forcément gouvernementale, elle reste toujours une activité de sensibilisation. Donc c'est plus ou moins comme ça. En tout cas, on essaye de vulgariser au maximum la maladie pour la meilleure prise en charge. Et Dr Kamga, est-ce qu'il existe assez de spécialistes, du moins au Cameroun, pour... tout à l'heure, on a parlé des chiffres, on a dit environ 2 millions de diabétiques. Est-ce qu'il y a assez de spécialistes pour ces différents patients-là? Je pense que vous-même, vous l'avez remarqué, il n'y a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et c'est vraiment un véritable problème. Donc, quelquefois, les patients, le problème vient du fait que les patients se retrouvent à se balader un peu à gauche et à droite. Donc, ça nous pose vraiment un réel problème. Et lorsqu'ils se baladent à gauche et à droite, il y a des connaissances par des gens. Il faut pas faire comme ça. Donc, c'est vrai, on n'est pas assez outillé en tant que pour les ressources humaines, mais toujours est-il, on a quand même des médecins généralistes qui nous aident aussi. Et généralement, dans notre programme de formation, quelquefois, on a cette habitude de faire des formations continues aux médecins généralistes. Et lorsque ça ne marche pas, ils peuvent normalement nous référer les patients. On ne peut pas soigner 2 millions, mais on peut quand même en aider beaucoup. Et vous, docteur Sakfon, vous qui avez l'habitude de suivre ces patients-là de manière très particulière, comment ça se passe, la prise en charge au niveau de votre cabinet, la nutrithérapie, bien sûr? À mon avis, c'est valable pour le diabète, c'est valable pour toutes les autres pathologies. Une grande partie de la prise en charge doit être d'ordre psychologique et éducationnel. Il faut éduquer les gens. J'ai souvent de la peine à voir des professeurs d'université, à voir des ingénieurs, à avoir de hauts responsables de notre pays qui arrivent au cabinet et à qui on doit leur apprendre à ne pas manger ce qui est mauvais pour eux et ce qui est bon pour eux. C'est très difficile. Quand tu dois apprendre à un adulte ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, il faut éduquer les gens. Les gens ne sont plus éduqués sur ce qu'ils doivent manger ou pas. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vous amener à faire un constat. Parce que rappelons que la première force d'un médecin, c'est l'observation. La science, d'ailleurs, est basée sur l'observation. Observez notre société. Vous allez vous rendre compte que la plupart, faites un tour dans les grandes entreprises multinationales, à la sortie le soir, vous vous rendrez compte que la plupart ont un gros ventre. La plupart de ceux qui ont travaillé et qui commencent à avoir une certaine stabilité sur le plan économique, le premier signe extérieur, c'est qu'ils prennent du poids. Et très souvent, c'est apprécié d'un bon œil pour le Camerounais lambda, qui estime que lui au moins, il a évolué, on sent qu'il vit bien. Pourtant, l'embonpoint est un signe de mal-être sur le plan de la santé. Donc, il faut éduquer les gens sur ce que c'est que bien manger,
et comment est-ce qu'on doit manger. Donc, la première chose que je vais dire aux patients, généralement, je ne vais pas faire des prescriptions aux patients, parce que quand bien on a fait les prescriptions, la mise en pratique de cette prescription n'est pas toujours bien suivie à la maison, en ce qui concerne sur le plan alimentaire. Je vais aller au-delà, je vais même faire des programmes alimentaires et préciser des ingrédients qu'ils doivent consommer, même les portions, y compris même des aliments à fort indice glycémique et d'autres à faible indice glycémique. Leur préciser quel aliment ils doivent prendre, à quel ils doivent le prendre. Et pour des paresseux, parce qu'il y en a tellement qui sont paresseux, nous allons jusqu'à produire les aliments et leur donner à leur domicile et à leur lieu de service. Au moins sur une certaine période, le temps de les éduquer pour qu'après un certain temps de cette éducation, si vous voulez, une perfusion alimentaire qu'on leur donne, après ils deviennent autonomes et au vu de ce qu'ils nous ont vu faire, qu'ils puissent reproduire ça chez eux. Ça, c'est sur le plan alimentaire. Il y a une autre prise en charge sur le plan de l'hydrothérapie. Il faudrait noter que le diabétique, surtout de type 2, généralement a des pertes en eau élevées. Il y a des méthodes pour consommer de l'eau sans pour autant le prendre par voie orale. D'accord. Ça, on va donner aux patients des vidéos, des images qui sont déjà conçues au cabinet et qui leur permettent de savoir comment est-ce qu'ils doivent prendre de l'eau, à quel moment de la journée il faut prendre de l'eau pour avoir un apport d'eau élevé pour son corps. Il y a également des prises en charge sur le plan de la phytothérapie. Ça veut dire au niveau des plantes. Il y a des plantes qui aident à stabiliser et à régulariser l'insuline dans le corps. Il y a des plantes qui vont aider... Par exemple, si je ne pose pas cette question, je suis sûre qu'à la maison, on voudrait... Je veux prendre un exemple simple. Il y a une graine qui est reconnue par le monde scientifique comme étant une graine très riche en oméga 3. La graine de chia. D'accord. Les graines de chia sont un élément indispensable même pour la régulation ou alors l'apport de l'insuline pour le corps. Énorme. Il n'y a pas que les graines de chia, il y a plusieurs. Au cabinet, il y a toute une liste qu'on a donnée et même comment est-ce qu'on les prend. Donc, au niveau de la phytothérapie, il y a des plantes qu'il faut donner. Il y a des plantes, des antioxydants qu'il faut donner. Je rappelle que le diabétique est faible sur le plan immunitaire. Il faut renforcer son système immunitaire. Il faut donner des aliments qui sont riches en antioxydants. Il faut donner des aliments qui sont riches, des aliments énergétiques. Parce que lui également, il est très faible, ce diabétique-là, et qui très souvent faible, n'a envie de rien du tout. Oui, voilà à peu près comment est-ce qu'on peut prendre soin du diabétique. Et justement, en parlant de faiblesse sur le plan de notre système immunitaire, docteur Kamga, nous sommes en zone endémique. Avoir les deux maladies, paludisme et diabète, quelles sont les complications que ça peut susciter chez le patient? Pour ce qui est, effectivement, le diabétique peut avoir le paludisme. Comme vous l'avez dit, on est en zone endémique, on ne peut pas faire disparaître le palud pour les diabétiques. Mais toujours est-il, ce que je fais toujours remarquer à mes patients, c'est qu'il y ait des glycémies équilibrées. Okay. Donc, il y ait des diabètes et des bonnes glycémies. Lorsque vous allez faire votre paludisme, parce que généralement, tout ce qui est stress, qu'il soit stress infectieux ou bien autre cause de stress, une gastro-entérite, un syndrome grippal peut faire monter la glycémie des patients diabétiques. Lorsque le patient diabétique est bien équilibré, lorsqu'il va faire son palud, forcément, sa glycémie peut un tout petit peu monter, mais ça ne sera pas catastrophique. Par contre, celui qui a déjà une hyperglycémie, une glycémie très élevée, forcément, il s'expose d'une part aux complications du diabète qui peut aller jusqu'à un coma et d'autre part avec un paludisme qui peut être un paludisme grave qui peut également arriver jusqu'à un coma. Donc ce que moi je dis toujours à mes patients diabétiques, toutes les pathologies vous pouvez les avoir, mais lorsque vous les aurez, si vous êtes bien équilibré, ça va vous déranger un tout petit peu vu que le système immunitaire est déjà faible, mais vous pourrez mieux vous en sortir. D'accord. Donc l'équilibre est primordial. D'accord. On va terminer avec un mot de fin en termes de prévention. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui nous regarde actuellement? Comment prévenir cette pathologie? Ce que j'aimerais dire déjà, c'est que les gens n'aient pas peur de découvrir qu'ils sont diabétiques. Parce que ça, je pense que quotidiennement, j'en vois qui ont très peur. Et une fois que tu acceptes ton diagnostic, tu es mieux prise en charge. Il y a des médecins qui sont disponibles pour cela, pour la prise en charge de votre pathologie. Et pour ce qui est de la prévention, comme on l'a dit depuis le début de notre émission,
il est question juste de changer ses habitudes alimentaires. Lorsque vous changez vos habitudes alimentaires, on règle une bonne partie du problème. Et si d'aventure vous devez devenir diabétique, vous le serez et les médecins sont disposés à vous prendre en charge pour éviter les complications. Merci, docteur Kanga. Un mot de fin, docteur Sakfa. Oui, je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Pendant qu'il a encore temps, si vous n'êtes pas encore diabétique, alors vous n'avez pas encore vous-même consommé votre mort. Choisissez de construire votre santé par la qualité des aliments que vous mettez dans votre plat. Si vous pouvez éviter une pathologie, il est mieux de l'éviter que de le subir plus tard. Surtout quand il devient chronique. Subir une pathologie chronique, c'est très difficile à gérer. Mais pourtant, quand on peut le prévenir, c'est meilleur. Et comment le prévenir? Choisissez un fruit plutôt qu'un pain blanc. Choisissez un légume plutôt qu'un yaourt. Choisissez les graines de chia plutôt qu'un bonbon. Choisissez le gingembre comme tisane plutôt qu'un biscuit. Voilà autant de choix que vous pouvez faire et qui peuvent changer totalement votre vie. Si 90% des pathologies qui détruisent l'humanité passent par la bouche, dit l'OMS, et que vous pouvez éviter de raccourcir votre vie par votre alimentation, c'est encore mieux maintenant de faire le choix de la vie. Bien manger. Manger sainement, bouger, danser, essayer de bouger au maximum tout en consommant beaucoup d'eau. Alors, merci à vous, docteur Kanga, docteur Sakfon, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à l'équipe de production, à la direction de DBS TV, ainsi qu'à l'équipe de Espoir de Miss. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé à tous.